Ici Satu. J'ai toujours adoré les scènes d'entraînement ridicules et extravagantes des animes et des mangas. Quelque chose en elle me touche profondément. Maître Satu, lorsque nous nous sommes arrêtés sur l'île du Sud, en route vers la forêt de Bolenan, la première personne à nous accueillir fut Yuneya, une jeune fille aux cheveux noirs terminés par des pointes rousses. Ma sœur, viens vite. Après m'avoir serré dans ses bras, elle se retourna pour appeler sa sœur aînée, Rei. Une toute petite fille aux cheveux blancs aux pointes bleues accourut aussi vite que ses courtes jambes le lui permettaient. À première vue, Rei paraissait plus jeune que Yuneya, mais elle était en réalité plus âgée que moi ou même que Mia l'elfe. C'était une demi-fantôme, une race extrêmement rare, et la dernière survivante de l'ancienne dynastie Lalaki. Elle avait vécu plus de 2000 ans. Bon retour, Satu. Contente de vous revoir tous. Toi aussi, Rei. Le ton de Rei était calme comme d'habitude, mais on aurait dit qu'elle s'était sentie seule sur l'île. Preuve en était la façon dont sa petite main enserrait la mienne et refusait de la lâcher. Yuneya, soit dit en passant, ne s'accrochait plus à moi, entraînée par le couple au mur de fer. Peux-tu rester un peu cette fois? Demanda-t-elle. Non, nous sommes en route pour la forêt de Bolenan, j'en ai bien peur. Voyant le sourire de Rei s'estomper, je repris rapidement. Pourquoi ne viens-tu pas avec nous? Nous sommes passés te demander de nous accompagner pour une visite de la forêt des elfes. Es-tu sûr que les elfes ne verront pas d'inconvénient à ce que des invités indésirables pénètrent sur leur territoire? Ça ira, j'avais déjà obtenu la permission d'Aaz, Ayelais, la haute elfe de la forêt de Bolenan, et des anciens elfes de les inviter après l'incident de Lalaki. Mais, ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Aaz est au village des elfes, et la lumière spirituelle de l'arbre-monde purifie les miasmes. Rei était probablement nerveuse, car son corps était très sensible aux effets négatifs des miasmes, qui avaient tendance à s'accumuler dans les zones habitées. Yuneya, tu viens aussi? Je suivrai ma grande sœur n'importe où. Yuneya était obsédée par sa sœur, alors je savais que ce serait sa réponse. Les deux sœurs nous rejoignirent et nous reprîmes notre voyage vers la forêt de Bolenan à l'aide de plusieurs sorts de retour. Bon, on y est. En comptant l'escale sur l'île, il fallut 8 sorts de retour pour arriver dans la forêt de Bolenan. Contrairement au sort de téléportation avancé de magie spatiale, mon sort de retour était limité à environ 300 km par utilisation, il ne pouvait donc pas atteindre la forêt d'un seul coup. Comme la présence de plus de personnes augmentait également la quantité de magie nécessaire, il en utilisait presque autant qu'une seule pluie de météores. Quand nous sommes arrivés à notre cabane dans les arbres, dans la forêt de Bolenan, quelqu'un d'autre était déjà là. Bonjour, mademoiselle Lua. Lua se figea, l'air surpris. C'était la prêtresse elfe chargée de prendre soin de la haute elfe mademoiselle Aaz. Bon retour, monsieur Satu. Vous êtes entouré de monde cette fois. Habituée à ma téléportation, elle me répondit calmement. Apparemment, elle était occupée à aérer nos chambres aujourd'hui. On espérait faire un peu d'entraînement, alors on va rester un moment, si ça vous va. Bien sûr. De rien. Cette fois, entendis-je Arisa, l'oreille fine, répéter derrière moi, mais je l'ignorais, même lorsqu'elle poursuivit. À bien y penser, Rei n'a-t-elle pas dit? Pouvez-vous rester un peu cette fois? MM. Non, je ne me laisse pas entraîner dans cette conversation. Je vais la laisser filer comme le vent. Je vais contacter Aya et les autres, alors. Oh, Enea disait qu'elle avait réussi à fabriquer de l'extrait de vanille. Oui, mademoiselle Aaz me l'a dit hier au téléphone. Derrière moi, j'entendis Arisa et Lulu passer en revue notre emploi du temps de la veille. Leur mémoire était bonne. Toute la veille, elles avaient combattu des monstres dans le labyrinthe, et j'étais à côté, à faire des recherches sur la magie des golems. Arrêtez, au nom de l'amour. Pourquoi chantez-vous? Arrêtez, au nom de l'amour, monsieur. Tama et Pochi commencèrent à imiter Arisa, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est? Question. Pourquoi a-t-elle dit, cette fois? Parce que monsieur Satu passe tous les 10 jours environ. Avant que je puisse trouver la meilleure façon de faire la sourde oreille, mademoiselle Lua me démasqua. Je n'étais revenu ici que 7 ou 8 fois depuis notre départ pour Labyrinth City. Quand donc? Arisa et Mia me regardèrent d'un air accusateur. Je suis juste revenu pour partager mes découvertes d'ingrédients ou de recettes. C'était la vérité. Le labyrinthe était un véritable trésor d'ingrédients rares, avec des monstres comme des abeilles crabes, des champignons de donjon, des citrouilles monstrueuses, des bêtes terrestres ancestrales et des tortues rouges sang. J'étais aussi allé voir Néa pour discuter des méthodes d'extraction de la vanille de monstres appelés « traqueurs de vanille ». Je ne revenais donc certainement pas avec l'unique intention de voir mademoiselle Aaz. Ça n'a aucun sens, entendis-je Rei et Yuneya murmurer entre elles. Selon le temps dont je disposais, je ne m'arrêtais pas toujours sur l'île en chemin. Mais pourquoi me sentais-je comme un mari accusé d'infidélité? Ah oui, deuxième question, c'est quoi cette histoire de téléphone? Hein, je ne te l'avais pas dit? J'ai penché la tête, fouillant dans mes souvenirs. Bon, je n'en ai peut-être jamais parlé.
Mon téléphone et le téléphone mondial de Mademoiselle Haas fonctionnent assez bien entre Labyrinth City et Bolenan. MRRR. On ne le savait pas. S'exclamèrent Mia et Arisa. J'avais juste supposé qu'elles avaient compris et qu'elles étaient assez gentilles pour laisser passer. Ah oui, le prototype de nez a refroidi au réfrigérateur. Jette-y un œil quand tu en auras l'occasion. Sentant peut-être la gêne, Lua changea généreusement de sujet. Elle l'a déjà fini? Merci beaucoup. Je vais y jeter un coup d'œil. Un prototype? Vous ne voulez pas dire? Oui, ce que j'ai trouvé sur la route du sucre. Comme Néa et son équipe étaient d'excellentes cuisinières, je leur ai demandé de chercher des moyens de le rendre encore meilleur. Tu le sauras bientôt. On pourra en manger après le dîner ce soir, alors fais attention à ne pas trop manger. Enfin. Ah, j'aimerais que l'heure du dîner soit déjà arrivée. Vous ne connaissez pas le chant du temps, maître? Bien sûr que non. Je comprenais son enthousiasme, mais même si je savais comment faire, ça ne ferait pas passer le temps plus vite. Monsieur Satou, j'ai contacté Damaaz ainsi que les parents de Mia. Ils seront bientôt là. Lua utilisait la magie spirituelle pour envoyer un oiseau messager magique par la fenêtre tout en parlant. Satou, Damaaz est-elle la haute elfe dont tu as parlé? Demanda Rei d'une petite voix en tirant sur ma manche. C'est ça. Oh. Son expression exprimait des émotions mitigées lorsqu'elle répondit. Oh. Peut-être que mon affection pour Haas transparaissait dans ma voix. Rei leva les yeux vers moi. Satou, pourrais-je avoir un peu de magie, s'il te plaît? Pour une raison inconnue, elle arborait un sourire forcé. J'aimerais être en tenue de soirée quand je rencontrerai la haute elfe. J'acquiesçai et, de ma main, siphonnai un peu de magie en elle. Elle grandit au gré de la magie, passant d'une petite fille d'école primaire à une belle femme bien proportionnée, en un clin d'œil. Ce n'était pas un sort. De par sa nature étrangement mi-fantôme, Rei restait habituellement en mode petite fille pour conserver sa magie, mais c'était là sa véritable forme. Ses vêtements se transformèrent également en la tenue traditionnelle d'une prêtresse lalaki. Ses vêtements et accessoires étaient faits d'une matière fantomatique, tout comme son corps. Merci, Satou. Rei sourit timidement. Sa tenue de prêtresse était un peu révélatrice. Je ne savais pas où regarder. Soudain, Mademoiselle Haas fit irruption dans la cabane. Lua, qu'est-ce que c'est que cette affaire urgente, toi? Satou, dès qu'elle se tourna vers moi, un sourire éclata sur son visage. Oui, elle est magnifique, comme toujours. Je suis de retour, Mademoiselle Haas. Bienvenue, S. Soudain, elle se figea au milieu de sa phrase et son sourire s'effaça. Hein? Bienvenue, de retour. Satou. Sa voix devint lente et guindée. Cette fille est ton amante? Es-tu venue me présenter ta femme? Demanda-t-elle avec hésitation. Comment tu vois ça? Non, répondis-je simplement. Mais, Mademoiselle Haas regarda ma main droite d'un air dubitatif. Rei ne m'avait pas lâché après que je l'ai utilisée pour lui donner de la magie. J'essayais de la retirer, mais Rei s'accrocha fermement. Rei? Oh, je suis désolée, Satou. Rei retira précipitamment sa main, puis la serra tristement contre sa poitrine. Si tu continues à me regarder comme ça, on va croire que tu es amoureuse de moi. Mademoiselle Haas, voici Rei. La fille derrière elle, c'est Yuneya. Oh, Rei et Yuneya? Les filles de Lalaki, c'est ça? Je m'en souviens, je lui en avais déjà parlé, mais c'était la première fois qu'elle les rencontrait en personne. Mais je croyais que tu avais dit qu'elle était beaucoup plus petite. Déconcertée, Haas regarda la poitrine imposante de Rei avec consternation, alors je lui expliquai sa nature. C'est un honneur de te rencontrer, ô arbre sacré de la forêt de Bolenan. Je suis la dernière reine de la dynastie Lalaki, Rehan Tuwa Lalaki, ou Rei, résidente de l'île du paradis. Rei s'agenouilla devant Haas et se présenta. Suivant l'exemple de sa sœur, Yuneya s'agenouilla aussi. Tama et Pochi tentèrent de les suivre, mais Pochi perdit l'équilibre et tomba face contre terre. Elles roulèrent toutes les deux jusqu'au fond de la pièce. Veuillez lever la tête, inutile d'être si formelle. Tout le plaisir est pour moi. Je suis Aeolise, haute elfe de la forêt de Bolenan. Tous les amis de Satou sont mes amis, alors n'hésitez pas à m'appeler Haas. Mademoiselle Haas se présenta d'un ton amical, les incitant à se lever. Enchantée, je suis Yuneya, une homoncule. Elle se tourna vers Rei. Sœur, est-ce que cette personne est l'amie de Maître Satou? Oui, c'est exact. Lorsque Rei confirma cela, Mademoiselle Haas devint rouge vif et porta les mains à ses joues. L'utilisation de l'expression « ami » la troublait probablement. Franchement, j'eus envie de la serrer fort dans mes bras. Mademoiselle Satou, juste amie, c'est vrai, elle a déjà complètement rejeté Maître. Ouf, alors ce n'est pas son « ami ». Mia et Arisa dissuadèrent avec force Rei et Yuneya de choisir leurs mots. Parfois, la vérité est plus tranchante qu'un couteau. Je n'aurais pas été surprise si mon journal avait indiqué quelque chose comme « Satou a subi 3000 points de dégâts ». Vous n'aimez pas Maître Satou, Damaaz? Bien sûr que si,
La réponse catégorique d'Aaz à la question innocente de Youneya fut un baume bienvenu pour mes blessures émotionnelles. Ah, je pourrais vivre de ces mots pendant les 10 prochaines années. Il était rare de voir Aaz aussi affolé. J'ai pris une photo avec le sort de magie de lumière, l'enregistreur d'images, et je l'ai rangé dans le dossier images de mon stockage. Vous avez bien grandi. Après le chaos initial des présentations de Rei et Youneya, le calme est enfin revenu pour une discussion amicale. Attendez une minute, dame Aaz. Mademoiselle Lua se plaqua la main devant le visage. Cette soudaine croissance n'est pas si anodine, vous ne trouvez pas? Vraiment? Puisqu'ils sont avec Satou, je pense qu'il est normal que les choses sortent un peu de l'ordinaire. Mademoiselle Aaz, j'apprécie votre confiance, mais vous parlez un peu comme si nous étions amants. Non loin de là, les parents de Mia étaient arrivés et ne perdaient pas de temps à féliciter leur fille. Bon retour, Mia. Tu as tellement grandi, c'est vraiment incroyable. Tu as dû travailler très, très dur. Tu travailles dur, vraiment. Tu t'es fait mal? Ça va? Tu vas rester un moment, n'est-ce pas? Bravo, tu as bien travaillé. Mia avait l'air contente tandis que ses parents lui tapotaient la tête. Son ami d'enfance Goya était également arrivé, mais dès qu'il avait appris la croissance rapide de Mia, il s'était enfui. Tiens bon, mon garçon. Techniquement, le garçon était bien plus âgé que moi, mais je lui ai quand même adressé quelques encouragements silencieux. Yo, j'ai entendu dire que Satou et ses amis sont de retour. C'est le maître, monsieur. Pochi. Tu es devenu terriblement fort depuis ton absence, n'est-ce pas? Monsieur. Les professeurs elfes étaient arrivés, menés par la professeure de Pochi, mademoiselle Portomea. Contrairement à son ton impétueux, c'était une belle jeune fille aux cheveux mi-longs ondulés et au visage de poupée. Tu vas bien, Tama? Oui aïe. Shishituya, le samouraï elfe, tapota la tête de Tama. C'était bien un homme, mais ses longs cheveux et ses traits doux étaient très féminins. L'âme ensorcelée. Oui, maître Guya. Gurgapoya, l'utilisateur de lance hélicoïdale, examina l'utilisation de la lame magique par Lisa. Bien, merci beaucoup. Son compliment bref mais sincère laissa une expression de fierté sur le visage de Lisa. Excellente forme de lame magique. Si tu pouvais juste raccourcir le temps d'invocation et éliminer toute fuite de magie, ce serait parfait. D'accord. L'autre professeur de Lisa, l'Osprigan à lance courte Yusek, discutait des subtilités de la lame magique avec Guya. Félicitations. Je suis fier de recevoir les félicitations de mon professeur, je le déclare. Mademoiselle Jimasarua, une épéiste magique, félicita Nana d'un seul mot, similaire au style de Mia. L'autre professeur de Nana, le nain à bouclier Monsieur Keryul, ne semblait pas être là pour le moment. Salut, Satou, vous avez tous bien grandi. Finalement, Ichiro Toya, l'elfe bavard responsable des professeurs et fort de ses nombreuses relations, arriva pour nous complimenter. As-tu aussi appris à chanter, Satou? Désolé, pas encore. Pas besoin de t'excuser. Ichiro Toya, ou Aya pour faire court, sourit. Tu t'entraînes, au fait? Oui, matin et soir. Bon, d'accord, les humains grandissent vite. Continue comme ça pendant une dizaine d'années, et tu y arriveras en un rien de temps. Je n'avais pas l'impression d'avancer avec les chants, mais Arisa et Mia disaient toutes les deux que c'était le genre de truc qui se fait tout d'un coup. Je leur fis confiance et continuai à m'entraîner. Mademoiselle Néa, j'ai appris plein de nouveaux plats pendant nos voyages. J'ai hâte, on en fera plus tard, d'accord? Oui, s'il vous plaît. Néa enseigna l'autodéfense à Lulu et aux autres filles de l'arrière-garde. Mais elle adorait aussi cuisiner, alors elle et Lulu parlaient toujours de nourriture. Moi aussi, je veux un professeur, grommela Arisa. Aaz. Mia désigna mademoiselle Aaz. C'était son instructrice en magie spirituelle, mais elle était aussi douée pour toutes les autres formes de magie, y compris la magie spatiale. Je ne sais pas. Mademoiselle Aaz a l'air du genre à ignorer les théories et tout ça pour utiliser la magie basée sur les sentiments, tu ne trouves pas? Quelle cruauté. Quand la critique sévère d'Arisa sembla blesser Aaz, je la tirai vers moi pour la réconforter. Excellent. Vous êtes bien trop proches. Avant que le duo au mur de fer ne puisse bouger, Lua la prêtresse nous sépara, Aaz et moi. Vous devriez parler de magie spatiale à l'un des anciens. Ils adorent la théorie magique, alors ils vous en parleront pendant des années si vous les laissez faire. Waouh, j'imagine que les elfes vivent si longtemps que leurs cours sont d'un autre niveau. Mademoiselle Lua, pourriez-vous me présenter un professeur de magie du feu, moi aussi? N'importe quel ancien maîtrise les 4 magies élémentaires de base. Vous pourriez leur demander de vous aider pour cela, ainsi que pour la magie de l'espace. Hurrah! Arisa leva le poing triomphalement lorsque Lua accepta de la présenter aux anciens. Satou, des bonbons, donne-moi des bonbons. Des petites fées ailées se posèrent sur la tête et les épaules de Rei et Youneya. Je donnai aux sœurs 2 petits sacs de bonbons pour qu'elles puissent les distribuer. Attendez une seconde, dépêchez-vous, je veux des bonbons. Ne voulant pas attendre Rei,
quelques fées particulièrement malpolies enfoncèrent la tête dans le sac. Asatu appela Rei à l'aide, et je l'aidai à calmer les fées. L'une des fées particulièrement chanceuses, honteuse, s'assit sur la poitrine de Rei, alors je la mis sur mon épaule. Attendez votre tour, sinon vous n'en aurez plus. Je m'aligne. Oui, moi aussi. Bon, les fées ailées se mirent rapidement en rang. Mes compétences en éducation et dressage d'animaux y étaient peut-être pour quelque chose. Mais peut-être que c'était juste leur appétit. Arrêtez, maître Satu, ces petites choses sont-elles des personnes? C'est vrai. Alors soyez doux avec elles, s'il vous plaît. Yuuneya tirait sur une des jambes des fées jusqu'à ce que je l'arrête brusquement. Elle était d'une innocence effrayante, comme une enfant jouant à la poupée. Yuuneya, il faut manipuler les larves avec beaucoup de délicatesse, je vous le conseille. Nana avait également accouru en voyant comment Yuuneya s'occupait des fées. Un délice? C'est comme un aliment, monsieur, répétèrent Tama et Pochi après Nana. Leur vocabulaire confus n'avait rien d'extraordinaire, alors je ne pris pas la peine de les corriger. Oui, madame. L'air désespéré, Yuuneya lâcha la fée. Libérée du danger, la fée ailée volta jusqu'à mon épaule. Elle est folle, monsieur. Je lui tendis des bonbons supplémentaires pour la récompenser de ses efforts. À table, un groupe de brownies fées de la maison arriva, chargé de nourriture, accompagné de l'équipe de chefs elfes de Néa. La longue table fut bientôt garnie de 7 sortes de curry, d'un assortiment de légumes et de viande pour la garniture, et d'un large choix d'accompagnement. Il semblait que la folie du curry que j'avais lancé au village des elfes était toujours aussi forte. Youpi, des parfaits au chocolat. Dès qu'elle vit l'assortiment de desserts au chocolat qui arrivait après le dîner, l'excitation d'Arisa explosa. Il y a aussi du gâteau. Néa sourit à Arisa en déposant un gâteau au chocolat sur la table. Il y avait aussi des morceaux de chocolat coupés en morceaux. Malheureusement, le moelleux que j'avais demandé n'était pas encore prêt. Néa dit qu'ils approchaient. Avec un peu de chance, ils pourraient le préparer pendant notre entraînement. Oh là là, je vais prendre du poids. Trop mou? Sirons, monsieur. En regardant le buffet de dessert au chocolat, Arisa s'affaissa, son ventre faisant exprès de saillir. Tama et Pochi se rangèrent immédiatement à ses côtés et imitèrent le geste. Excusez-moi, je ne suis pas si grosse que ça. Nya, foncez, monsieur, foncez, elle va nous manger. Arisa feignit la fureur, et Tama et Pochi s'enfuirent en riant, suivis des fées ailées. Allez, mangez. À l'instigation de mademoiselle Néa, tout le monde commença à se jeter sur les desserts. Douce amère? C'est amer, mais doux et savoureux, monsieur. Tama et Pochi semblaient avoir mangé le chocolat noir, réservé aux papilles plus aigres. Je leur ai montré le chocolat au lait sucré, qui a mérité des éloges encore plus vifs, comme « miam » et « délicieux, monsieur ». C'est très bon. Lisa mâchait un gros morceau de chocolat noir non coupé, l'air satisfait. Il devait être assez dur, mais elle le croquait au lieu de le laisser fondre sur sa langue. Maître, le gâteau au chocolat est délicieux, je vous assure. Nana partageait des morceaux de gâteau avec les fées ailées tout en mangeant. À en juger par la vitesse inhabituelle de sa fourchette, elle devait vraiment se régaler. Ma sœur, c'est délicieux, presque autant que ce gâteau aux fraises. Vraiment, c'est merveilleux, dame Néa. Merci. Les yeux de Yuuneya pétillèrent en louant le gâteau au chocolat, et sa sœur, Rei, remercia la pâtissière Néa, les yeux tout aussi ronds et brillants. C'est vraiment délicieux. Tu peux me montrer comment le faire plus tard, mademoiselle Néa? Oui, bien sûr. Laissons Lulu avoir déjà envie d'apprendre à le faire. Un gâteau. Le parfait est délicieux aussi. Il a une texture croustillante à l'intérieur. Donne-moi. Quand Mia se pencha, Aaz lui donna une bouchée de son parfait. J'étais un peu jalouse. La texture croustillante, dont elle avait parlé pouvait être attribuée aux cornflakes. J'en pris une bouchée moi-même, savourant sa douceur délicate avec une légère amertume qui fondait dans la bouche. C'était onctueux et délicieux, bien meilleur que la dernière fois que je l'avais goûté. C'était comparable au chocolat de haute qualité qu'on ne trouve généralement qu'à la Saint-Valentin. Un grain de chocolat s'était déposé sur la joue d'Aaz pendant qu'elle dégustait le parfait. Excusez-moi, mademoiselle Aaz. J'ai essuyé le chocolat du doigt, puis j'ai essuyé sa joue avec un mouchoir. J'ai failli porter le chocolat à ma bouche, une habitude à force de m'occuper des plus jeunes, mais je l'ai essuyé avec un mouchoir en me souvenant de l'incident du riz au poulet. Gil, pourquoi, Mia et Arisa étaient toutes prêtes à me gronder, mais elles se sont arrêtées au milieu de ma phrase en voyant ma réaction. Vous ne me verrez pas faire la même erreur 2 fois. Ce grognement ne venait pas d'Arisa. J'ai fait une grave erreur. Si seulement on avait attendu cette dernière portion de curry. Les elfes professeurs semblaient trop repus pour savourer pleinement les chocolats. Vous mangez beaucoup trop de curry. Alors, vous êtes revenu pour vous détendre un peu? Non, en fait, Monsieur Aya m'a demandé la nature de notre visite, alors j'ai expliqué la situation. Une reconversion, hein? Est-ce que ça vous convient? Bien sûr,
Les elfes maîtres ont immédiatement accédé à ma demande. Pourriez-vous d'abord nous montrer les résultats de votre entraînement dans le labyrinthe? Aligné devant Monsieur Aya et les autres elfes maîtres, mon groupe a acquiescé. Nous étions dans un vaste désert à l'extérieur de la forêt de Bolénan grâce à la téléportation par anneau de fée de la fée des forêts Dryades. Miss Aaz et Lua étaient également présentes. Une fois les filles confirmées, Monsieur Aya se tourna vers Aaz. Dame Aaz, créez un esprit pour l'entraînement, s'il vous plaît. Un behemoth, ça vous va? Non, l'un des professeurs elfes taciturnes rejeta le choix d'Aaz. Un behemoth était un pseudo-esprit ressemblant à un croisement entre un éléphant et un hippopotame, mais il était de niveau 50 et de la taille d'un destroyer. Il était sans doute un peu trop puissant pour un combat d'entraînement pour mon groupe. Si vous préférez un esprit physique, peut-être un esprit du désert ou du sable? Suggéra Lua. Ça me semble plus juste. Aya hocha la tête. Pourriez-vous, Dame Aaz? Bien sûr, Mademoiselle Aaz commença le long chant de magie spirituelle. Une fois terminé, les pierres et la terre du désert s'assemblèrent pour former un monstre géant ressemblant à un golem. Il ressemblait certainement plus à une créature vivante que les golems que j'avais créés avaient créé un serviteur de la terre. Cet esprit était de niveau 40, il devait donc avoir à peu près la même force que le maître de zone. Je vous ai transféré le commandement. Merci. Reprenant l'esprit du désert à Aaz, Aya testa son contrôle un instant avant de le placer face à mon groupe. Êtes-vous prêt? Mais bien sûr, répondit Arisa au nom des autres. Je reculai avec Aaz, Rei et les autres spectateurs pour assister au combat contre les elfes maîtres. Incroyable. Ont-ils toujours été aussi forts? Rei et Yuuneya furent surprises. Ils se sont entraînés dur dans le labyrinthe. En répondant au sort, je jetai un coup d'œil aux elfes maîtres. Pour une raison inconnue, leurs expressions étaient un peu étranges. Au début, ils semblaient aussi impressionnés qu'Aaz, Rei et Yuuneya, mais à mesure que le combat approchait de sa fin, ils commencèrent à froncer légèrement les sourcils. Au moment où j'allais poser la question, le combat de mon groupe prit fin. L'esprit du désert redevint des modes de terre. Victoire, monsieur. Les filles se rangèrent à nouveau devant les professeurs, avides de compliments. Tu es devenue bien plus forte. L'institutrice de Pochi, Mademoiselle Poa, sortit du groupe. Les filles sourirent à ces compliments. Mais c'est une force dangereuse. Son ton fortement négatif figea le visage de mes élèves. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'on est trop concentré sur l'attaque, peut-être? Lisa osa répondre à la question de Monsieur Chia, le professeur de Tama. Non, parce que tu comptes trop sur Satou. Méon. Arisa commença à protester, mais sa voix s'éteignit. Au pire, Satou interviendra. Vous n'avez pas besoin d'être trop prudente, vous savez qu'il vous protégera. C'est bien ce que vous pensez, n'est-ce pas? Les filles baissèrent la tête face à l'accusation de Chia. Ne détournez pas le regard. Poa commença à les réprimander davantage, mais Aya l'arrêta et poursuivit. Bien sûr, ce n'est pas un mal de pouvoir se battre calmement, car on sait que Satou est derrière soi, mais il ne faut pas partir à chaque combat en partant de ce principe. Tu comprends? Je vois. Donc, ma surprotection était la raison pour laquelle ils avaient trop mis l'accent sur l'attaque ces derniers temps. C'était logique. Même si la situation n'était pas au plus bas, j'intervenais toujours si quelqu'un semblait sur le point d'être gravement blessé. Ça pourrait aller avec Satou, mais si tu devais affronter un défi sans lui? Alors se battre? Tu es sûr? Serais-tu vraiment capable d'agir en partant du principe qu'il ne sera pas là pour te sauver? Le ton de Aya était doux lorsqu'il interrompit Arisa. Eh bien, je ne pense pas que tu pourrais. Arisa s'interrompit de nouveau, alors Aya répondit à sa place. Pour être honnête, je pensais qu'il avait raison. On dirait que vous devriez prendre un peu de distance avec Satou. Et l'inverse est également vrai. Mademoiselle Jia a repris les propos de Mademoiselle Poa, suggérant que je devrais aussi corriger mes habitudes surprotectrices. Maintenant que nous savons quel est le problème, on commence l'entraînement pour de bon. C'est vrai, vous tous. Vous pensez être capable de gérer un vrai entraînement? Poa a tenté d'enflammer tout le monde d'un cri. Bien sûr, oui, je vais le faire, monsieur. Je suis en feu, je vous le déclare. Reconversion. Allez, les filles, allons-y, faisons de notre mieux, tout le monde. Les filles ont tout applaudi avec enthousiasme. C'est ce que j'aime entendre, en effet. Dame Aaz, pourriez-vous créer une araignée spirituelle ensuite? Certainement. Sur ce, les professeurs elfes ont commencé à reconvertir les filles. Convaincu de pouvoir compter sur elles et sur Mademoiselle Aaz pour prendre la relève, j'ai emmené Rei et Yuuneya loin du champ de bataille du désert. Bon retour, Seigneur Satou. Merci, Gilil. À l'entrée d'un manoir blanc au milieu d'une mer d'arbres, monsieur. Gilil, la fée de la maison, est venue m'accueillir. J'étais venu emprunter la maison de Trazayuya, la sage elfe, pour développer de nouvelles armures pour les filles, en récompense de leur dur labeur d'entraînement. Rei et Yuuneya semblaient inspirés par mon groupe et se trouvaient sur la place devant notre cabane dans les arbres, apprenant l'autodéfense avec Mademoiselle Néa.
J'espère que notre Lelilil ne vous cause pas trop de problèmes. Non, elle est d'une grande aide. Gilil était le grand-père de Lelilil. Il était naturel qu'il veuille savoir comment elle allait. J'imagine que même les races de fées les plus anciennes chérissaient encore leurs petits-enfants. Des sculptures de cristal? Vous fabriquez des golems? Juste pour servir de mannequin. J'ai fabriqué des effigies de mes compagnons en cristal et je les ai transformés en golems grâce à la création de serviteurs de la terre. Je comptais leur enfiler la nouvelle armure pour tester leur endurance et leur amplitude de mouvement. Alors, vous allez fabriquer des armures? Je pense que je vais commencer par fabriquer des outils pour simplifier le processus. J'ai empêché Gilil de préparer l'équipement magique et lui ai décrit ce que je pensais fabriquer. Si je devais continuer à compter sur la magie de l'eau de Mia et la magie de l'espace d'Arisa pour créer des outils et des armes magiques, cela leur serait trop pénible et rendrait difficile la création d'autant de prototypes que je le souhaitais. Le montage final nécessiterait probablement encore leur aide, mais je voulais pouvoir réaliser des tests et des prototypes simples par moi-même. Après tout, les expériences imaginaires n'avaient que des limites. Grâce au vaste équipement disponible au manoir, je me suis mis à créer des outils de développement les uns après les autres. Seigneur Satou, le coucher du soleil approche. Si vous souhaitez passer la nuit ici, puis-je préparer le dîner? Oh, il est déjà si tard? Je n'ai prévenu personne de mon absence, alors je ferais mieux de rentrer manger à la maison. Je suis allé à la cabane dans les arbres, prévenant Monsieur Gilil que je reviendrais dîner. Les filles étaient épuisées et leur équipement était en ruine, mais elles semblaient déterminées à engloutir leur nourriture. Après avoir inondé d'encouragement les filles travailleuses, j'ai demandé à Mademoiselle Haaz et à Monsieur Aya de me présenter à quiconque pourrait utiliser la magie dont j'avais besoin pour créer des équipements magiques, comme des elfes aînés et des ingénieurs. Dès le lendemain, j'ai commencé à fabriquer des équipements dotés de fonctions de création de circuits magiques et de transcription. J'ai ainsi réussi à terminer les prototypes en quelques jours seulement, avec l'aide des elfes. Ce n'était qu'une première étape, mais le résultat a été plus rapide que prévu. En matière de magie, les merveilles ne cessent jamais. Gilil et Ea me l'avaient déjà dit, mais je suis toujours surpris par la rapidité avec laquelle tu développes des sorts. Lors du festin organisé pour célébrer la fin des équipements, l'un des elfes ingénieurs est venu me parler. Tu crois? Combien de sorts as-tu créé rien que pour développer cet équipement? 3 ou 3, peut-être? Non, tu en as créé 8. En ai-je vraiment créé autant? Ne sois pas si surpris. Tu as créé 3 nouveaux sorts et 5 versions révisées. Ah, à bien y penser, je me souvenais avoir créé des sorts dérivés environ 5 fois. Mais est-ce que ça compte vraiment? Même nous, les elfes et les arbres sacrés, ne pouvons pas les créer aussi vite. Impressionné, tout à fait d'accord. D'autres ingénieurs et anciens elfes sont venus me féliciter. Pourquoi était-ce un peu gênant, cependant? Quand même, penser qu'on pourrait définir des coordonnées et se téléporter après avoir créé un circuit magique. Regardant le prototype d'équipement magique, l'un des ingénieurs murmura, semblant admiratif. Certains d'entre nous ont déjà pensé à une chose pareille, mais aucun n'a jamais réussi à la mener à bien. La plupart ont abandonné en cours de route ou se sont contentés d'un seul prototype et en sont restés là. Ceci comporte beaucoup trop de réglages, cependant. L'un des autres ingénieurs laissa échapper un soupir. Désolé, mais il doit y avoir beaucoup de paramètres différents. Aucun elfe censé ne tenterait de créer une telle chose, même si l'idée lui traversait l'esprit. C'est impoli. Tout le monde était assez direct, peut-être parce qu'ils avaient bu. De plus, ils se plaignaient de la quantité de données, mais c'était tout de même moins d'un gigaoctet, au mieux. C'est seulement le quart de la quantité sur un DVD. La saisie manuelle ne devrait pas être trop difficile si on s'y mettait. J'ai saisi manuellement quelques données simples, car ce n'était qu'un test. Cependant, lors de la réalisation du prototype suivant, j'avais prévu d'utiliser des sorts de liaison liés au menu, afin qu'il n'ait pas à s'inquiéter outre mesure, à mon avis. J'avais utilisé certains de ces sorts de liaison pour configurer le chargement des fichiers de données depuis le stockage, ce qui signifiait que la saisie manuelle n'était nécessaire que la première fois. Et si je convertissais les modules fonctionnels en bibliothèque, je pourrais utiliser ces ressources préexistantes comme pour activer un sort, allégeant ainsi encore la charge de travail. D'ailleurs, j'étais allé à l'atelier de parchemin de la vieille capitale plus tôt dans l'après-midi pour récupérer les parchemins de 3 sorts de liaison que j'avais déjà demandé au vicomte Siemon. J'ai eu l'agréable surprise de les trouver terminés plus tôt que prévu. Je leur ai rendu visite sous le pseudonyme de Marchand Akindo, mais avec une lettre portant le sceau de la famille Pendragon, gagner leur confiance fut assez simple. Un après-midi, quelques jours après la fin de l'équipement prototype. Alors, ils affrontent des araignées aujourd'hui? J'ai suivi l'entraînement de mon groupe et leur ai fait tester le prototype. Cependant, comme celui-ci ne pouvait graver que des circuits magiques cuboïdes, il était moins efficace pour les armes et les armures. Le bleu était difficile à maintenir stable.
Il était également difficile de l'utiliser pour fabriquer des mécanismes trop grands et complexes. Il me faudrait probablement encore un certain temps avant de pouvoir implémenter des fonctions pour créer des armes de classe épée sacrée offertes par Dieu. Salut Satu, bienvenue. Monsieur Aya m'a salué amicalement et m'a fait signe de m'approcher. Les filles combattaient des pseudo-esprits arachnides de différentes tailles, créés par Ahaz. Les esprits combatifs ne semblaient pas rapporter beaucoup de XP, ils étaient donc tous de niveau 42. La barre d'expérience n'avait pas beaucoup changé depuis le début de l'entraînement. Sous les yeux des maîtres elfes et de moi-même, mon groupe combattait avec acharnement dans une arène blanche faite de fils d'araignée. Les ennemis étaient nombreux, et ils pouvaient attaquer de toutes les directions grâce aux fils suspendus au-dessus de l'arène. De ce fait, l'avant-garde comme l'arrière-garde peinaient. Ce fil existe en plusieurs variétés. Le fil élastique ne peut être brisé que par magie ou par la lame ensorcelée, mais si vous l'utilisez trop imprudemment, l'autre fil absorbera votre magie. Aya expliqua les difficultés du combat contre les araignées. L'avant-garde était effectivement sur le point d'épuiser sa magie, et il peinait à maintenir la lame ensorcelée. Les petites araignées se déplacent si vite qu'il est difficile de défendre l'arrière-garde, et les grandes ont une peau épaisse qui ne peut être transpercée que par la magie ou des armes à long manche. Et comme ce sont des pseudo-esprits, il n'y a pas d'organe à viser, ajouta Aya. La seule façon de combattre ses ennemis était la stratégie et une utilisation judicieuse de la magie de soutien et d'affaiblissement. Barrière électromagnétique. Arisa repoussa une petite araignée qui approchait avec une barrière sphérique de magie spatiale. Ce n'était pas du tout électromagnétique, mais il était inutile de le souligner. Prends ça. Lulu pointa son fusil à flamme et abattit la petite araignée alors qu'elle était encore en l'air. Crée le loup des neiges Yusetsu Shuryu Suzu. Mia invoqua la magie spirituelle, créant 4 loups de glace recouverts de neige. Leur bas-corps était transparent, laissant des volutes de brouillard s'échapper tandis qu'ils couraient dans les airs. Coupe le fil. Sur ordre de Mia, les loups de glace attaquèrent le fil d'araignée suspendu dans les airs, les gelant et les réduisant en miettes. Je vais te redonner des forces. Merci. Maintenant qu'elle avait repoussé la petite araignée, Arisa utilisa « renforcement corporel » sur l'avant-garde au lieu de se contenter d'attaquer. La distance entre elle et l'avant-garde était considérable, ce qui lui coûtait beaucoup de PM. Avant le début de la reconversion, Arisa aurait probablement opté directement pour la magie d'attaque pour une efficacité maximale dans cette situation. Peut-être devrais-je ajouter des bâtons améliorant la portée de la magie à ma liste de choses à développer? Salut! Une petite araignée vola dans le vent pour lancer une attaque surprise sur Lulu, mais elle la repoussa d'un coup de crosse de son fusil à flamme. Shuriken? Tama acheva l'araignée volante d'une étoile de lancer. Elle avait appris à les utiliser grâce à la samouraï Ayome dans l'ancienne capitale et, maintenant qu'elles étaient réunies, elle continuait à étudier sous sa direction la nuit à Labyrinth City. Je vais devoir aussi fabriquer des kunaïs qui retournent dans la main de l'utilisateur pour Tama. Je ne pouvais pas encore créer d'armes volant dans les airs et attaquant les ennemis d'elles-mêmes comme l'épée sacrée Clédiam Solui, mais une fonction boomerang ne devrait pas être si compliquée. Attention, puis, au lieu de se réjouir de l'araignée vaincue, Tama utilisa un autre couteau de lancer pour arrêter une araignée qui s'apprêtait à attaquer Nana depuis son angle mort. Pendant ce temps, l'araignée géante que Nana combattait lui cracha une goutte de poison à distance. Bouclier, activé. Je déclare. Au lieu d'utiliser bouclier flexible, qui consommait beaucoup de PM, Nana utilisa la technique de fondation bouclier pour dévier le poison. Le bouclier se dissipa aussitôt après avoir bloqué le poison, mais comme il était moins coûteux et un peu plus rapide à activer que le bouclier flexible, c'était probablement le choix le plus efficace. L'araignée géante bondit sur Nana, essayant de l'entourer de ses 4 pattes avant. Bouclier flexible, mode défense mobile, je vous annonce. Nana cria avec sa compétence « provocation », tout en créant 3 boucliers flexibles, bloquant l'attaque de l'araignée. Une des jambes les dépassa, mais elle la bloqua avec son véritable bouclier géant. Allons-y, Pochi. À l'attaque, monsieur. Lisa et Pochi se précipitaient autour de l'araignée géante, dispersant les plus petites à mesure qu'elles approchaient. Fusil à bâton de tonnerre, activé. Nana utilisa un fusil à bâton de tonnerre caché derrière son grand bouclier pour attaquer l'araignée de front. D'après mon art, les dégâts ne furent pas énormes, mais suffisants pour gêner la vision de l'araignée. Clignement des yeux, monsieur. Pochi s'approchait d'une course normale, mais elle utilisa maintenant la compétence « clignement des yeux » pour franchir les derniers mètres en un instant. Juste avant le saut, elle appliqua « lame magique » à son épée magique et la planta dans le torse de l'araignée géante dès qu'elle fut à portée. Mais la jauge de PV de l'araignée ne baissa toujours pas beaucoup. Se retournant, elle attrapa Pochi et la jeta de côté.
Elle s'envola avec un élan considérable, mais Arisa utilisa la magie de l'espace pour la ralentir et atterrit directement dans une toile d'araignée géante, si bien qu'elle ne sembla pas trop blessée. Oh, lame magique, remplis ma lance. La lumière rouge de la lance magique de Lisa l'enveloppa de tout son corps tandis qu'elle avançait. En réponse, l'araignée géante lui lança du poison. Clin d'œil, attaque de lance triple hélice. La compétence « clin d'œil » s'activa avec un fracas fracassant, et elle avança de près de 9 mètres en un instant. La goutte de poison toucha le sol vide où Lisa se trouvait quelques instants plus tôt. Toute la lumière autour de Lisa, et pas seulement sa lance, tourbillonna sous l'effet de l'attaque hélicoïdale. Lisa attaqua comme si son corps et sa lance magique ne faisaient qu'un, projetant tout son corps contre l'araignée géante tandis que sa lance la transperçait. C'était un mouvement assez fou. L'hélice de la lame magique autour de Lisa s'enfonça dans le corps de l'araignée géante, déchirant son imposante carcasse. Sortant de l'autre côté, Lisa pivota sur elle-même en prévision d'une contre-attaque, mais l'araignée géante se dispersa en neige blanche et en minuscules lumières spirituelles. Les plus petites araignées devaient aussi être impliquées, puisqu'elles disparurent aussitôt l'araignée géante détruite. Apparemment, leur style de combat commençait tous à évoluer. J'étais contente d'être venue observer. Incroyable ? Bravo, comme toujours, mademoiselle Lisa. D'accord, une attaque splendide, je vous le garantis. Les autres filles se rassemblèrent autour de Lisa, l'embrassant de toutes leurs louanges. Sa dernière attaque me parut un peu dangereuse, mais les elfes professeurs ne semblaient pas vouloir la réprimander, elle devait donc s'entraîner à un nouveau coup spécial. Lisa, garde tes forces. C'est parfaitement bien de tester une attaque spéciale, mais il ne faut pas tout miser sur une attaque finale, sauf si on n'a pas d'autre choix. Assure-toi d'avoir encore un peu d'énergie pour toi et tes camarades en cas d'échec. Les professeurs de Lisa, Guya et Yusek, lui donnèrent quelques conseils. L'attaque hélicoïdale était puissante, mais elle consommait aussi beaucoup de puissance magique. Le fil d'araignée n'a pas disparu ? Mia fit un signe de tête à Lulu. Le fil d'araignée spirituel est un bon matériau pour les vêtements d'été. Aéré, mais il est transparent même teint, il faut donc le tisser avec d'autres fils ou le porter par-dessus d'autres vêtements. Les professeurs elfes expliquèrent comment utiliser le fil. Il pourrait servir à confectionner des vêtements d'extérieur transparents. Bien joué, Pochi. Après que Pochi soit arrivée en traînant les pieds, couverte de toiles d'araignée, je l'ai nettoyée avec de la magie quotidienne. Maître, je veux une arme plus grande, monsieur. C'était rare que Pochi fasse une telle demande. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a expliqué que lors de leur combat contre les pseudo-esprits, ses attaques avec son épée magique à une main ne parvenaient souvent pas à percer la peau de la cible, même en cas de coup direct. Quel genre d'arme désirez-vous ? Quelque chose de grand et d'apparence puissante, monsieur. J'ai sorti quelques prototypes d'armes du stockage. Des tonnes ? Tant de grosses armes, monsieur. Les yeux de Pochi brillaient tandis qu'elle triait les armes et les manipulait à titre expérimental. Il y avait une épée longue, une épée large, un marteau de guerre, une lance longue et une hache de guerre. Elle pouvait les soulever facilement, mais comme Pochi elle-même était si légère, elle avait du mal à les manier sans que l'inertie ne lui affecte l'équilibre. Maître, encore une, s'il vous plaît roi. Tama a soulevé un marteau de guerre et m'a demandé d'en sortir un autre, alors j'ai obéi. Ils étaient légers comparés au marteau géant en alliage de mithril que j'avais utilisé au village nain, mais ils étaient tout de même bien plus lourds que Tama elle-même. Regarde, une toupie. Tenant un marteau géant dans chaque main, Tama les faisait tournoyer comme une toupie. C'était facile à oublier, car elle n'avait pas la même force physique que certaines des autres filles de l'avant-garde, mais au niveau 42, Tama était encore considérablement forte. Arisa et Lulu riaient sans retenue, marmonnant des choses comme « Tama top ». Elles prenaient un vrai plaisir. Ils étaient à cet âge où les enfants semblent trouver tout drôle, alors je suppose que ce n'était pas si surprenant. Ouf, j'ai le vertige, monsieur. Comme Pochi voulait utiliser une arme imposante comme une hallebarde ou un sabre, je lui ai fait attacher des poids lourds pour éviter que l'inertie ne la déséquilibre. J'ai pensé que je pourrais lui donner une armure complète lourde à porter au combat plutôt que des poids en pierre. Je n'ai plus le vertige, mais je suis trop lourde pour bouger, monsieur. J'ai dû ajouter trop de pierres. Malgré ses plaintes, Pochi traînait toujours les pierres et se déplaçait assez bien. Elle n'aimait probablement pas ne pas pouvoir se déplacer aussi vite que d'habitude. On dirait qu'une armure lourde et des armes ne sont pas le bon choix. J'ai croisé les bras, pensif. Satou, pourquoi ne pas utiliser un alliage d'adamantite et de bleu-argent ? Quel genre d'alliage est-ce ? Monsieur Aya a suggéré une combinaison de 2 métaux magiques. Si l'alliage était imprégné de magie, il pouvait se dilater ou se rétrécir à volonté. Cet alliage était probablement à l'origine de la capacité d'agrandissement de Clédiam celui. J'appris que les armes à taille ajustable que l'on retrouvait parfois dans les coffres au trésor des labyrinthes étaient généralement une variante de cet alliage. Les articles en cuir et en tissu, comme les chaussures volantes,
étaient généralement fabriqués avec des matériaux spéciaux, imprégnés de magie ou tissés d'une manière particulière. Je connaissais déjà ce dernier procédé grâce à Kea, une elfe de l'atelier textile. Ce motif de tissage particulier pouvait également servir à la confection de bandes de sous-vêtements, etc. Mais il était plus simple d'utiliser un simple cordon élastique. Si vous voulez en savoir plus, adressez-vous à Ea ou à son professeur, suggéra Aya. Il m'expliqua que mademoiselle Ea, l'alchimiste, et son professeur, l'un des anciens, connaissaient tous deux très bien cet alliage, alors je décidai d'aller les interroger demain. D'après Aya, il était également possible de fusionner de l'oricalque et des pierres sombres pour obtenir un métal qui s'éclaircissait sous l'effet de la magie. J'étais gêné d'avoir cru maîtriser l'art des métaux magiques en utilisant l'oricalque en alchimie. De toute évidence, il me restait encore de nombreuses variantes à découvrir. Plus grand que Titraki, connaisseur de l'inconnu, Titraki, étudiant éternel, au fait, Satou, tu n'es pas venu nous montrer quelque chose? Ah oui, j'ai presque oublié. Mademoiselle Aaz m'a rappelé ma première intention. J'ai fabriqué une armure avec ma boîte à objets pour la montrer à tout le monde. Waouh, un bouclier flottant. Ce n'est qu'un prototype pour l'instant. Les yeux des filles brillaient en contemplant mon nouveau prototype. Celui-ci était coulé en mithril, mais je prévoyais de fabriquer le produit final avec des alliages d'oricalque, d'adamantite, etc. Il pouvait flotter dans les airs grâce aux mêmes théories que des sorts comme planches et cubes flottants. Pochi et Tama, pouvez-vous combiner ces prototypes avec cette épée magique? Je les avais équipés d'une fonction qui captait la puissance magique de l'adversaire et la transmettait à son porteur. J'avais conçu ce système il y a quelque temps, mais les runes étaient complexes et il aurait fallu qu'Arisa et Mia apprennent de nouveaux sorts pour cela. Je n'avais donc pas encore réalisé de prototype. Le résultat n'avait même pas été probant avant la 4e tentative. Même si j'avais demandé l'aide de ces deux-là dès le début, elles auraient fait beaucoup d'efforts inutiles. Utiliser l'âme enchantée consomme la magie du porteur. Il était donc impossible de laisser la fonction d'absorption magique activée en permanence, mais j'ai pensé qu'elle pourrait être utile pour renforcer l'utilisateur pendant un long combat si elle était utilisée correctement. Je voulais aussi inclure une fonction de restauration de santé, mais ajouter une fonction qui volait la santé de l'adversaire nécessitait un circuit de miasme comme une arme maudite. Inutile de préciser que j'ai renoncé. D'après les documents elfiques, il était possible de fabriquer une telle chose sans circuit de miasme en utilisant des pierres de sang ou des perles de sang, mais ce sont des ingrédients rares, obtenus uniquement dans le labyrinthe des suceurs de sang de l'Empire des Sagas, alors je les gardais pour l'instant. Lulu, voici ton nouvel équipement. Il y a un pistolet magique qui tire de vraies balles et un pistolet laser fabriqué avec des perles de lumière. Le premier était destiné aux ennemis à forte résistance à la magie, tandis que le second était destiné aux ennemis rapides. Tous deux étaient fabriqués avec une simple crosse en bois et avaient une forme allongée, semblable à celle d'un fusil. Pour le pistolet à balles réelles, j'ai tiré les leçons de mes échecs précédents et j'ai ajouté un élément de magie explosive à la version de tir 2, améliorant considérablement son accélération initiale. J'ai donné au premier un canon rouge et au second un canon blanc pour qu'il soit facile à distinguer. Peut-être que pour la prochaine amélioration, je pourrais fabriquer des viseurs laser et une lunette de visée. Quelles armes intéressantes. Ça te dérange si j'en teste un? Bien sûr, vas-y. Monsieur Aya a testé le sniper et le pistolet à balles réelles que j'avais fabriqué pour Lulu. Tu pourrais peut-être changer les matériaux pour la mise au point de ce pistolet laser, non? Tu devrais demander à Aya si elle a des suggestions. Je vais le faire, merci. J'avais déjà prévu d'aller voir mademoiselle Aya à l'atelier d'alchimie pour pouvoir lui demander. Ces armes sont pour Lulu, n'est-ce pas? Ensuite, je lui apprendrai à tirer. Le mieux serait qu'elle utilise la magie du vent ou la magie de la lumière, mais même la magie pratique peut être utile pour viser. Elle devrait aussi étudier ça. Oui, monsieur, je ferai de mon mieux. Lulu serra le poing, acceptant la proposition inattendue de monsieur Aya. J'avais déjà pensé à lui demander, mais Aya avait toujours vite compris ce genre de choses. As-tu pu étudier les alliages magiques? Oui, j'ai fini. Un matin, assis dans la cabane dans les arbres, en prenant un copieux petit déjeuner pour compléter l'entraînement de mon groupe, j'ai répondu à la question de monsieur Aya avec un sourire. Mademoiselle Ea m'avait enseigné les principaux effets et combinaisons, et m'avait même prêté une quantité impressionnante de données issues des expériences des elfes. Je me suis donc dit que je devrais être capable de fabriquer une large gamme d'alliages de métaux magiques. Déjà, eh bien, je n'en ai fabriqué que 5 sortes pour l'instant. C'était mon premier jour, je commençais tout juste. Demain, je voulais accélérer le rythme et prioriser davantage l'ordre. 5 sortes? Tu apprends à une vitesse remarquable. Ea était impressionnée aussi. Les professeurs elfes étaient doués pour les compliments. C'était peut-être du bout des lèvres, mais j'ai eu l'impression qu'ils étaient vraiment surpris. C'est incroyable, Satou. Non, pas du tout.
C'est seulement parce que Mademoiselle Ea est une si bonne professeure. Mademoiselle Haas s'est jointe à moi pour me féliciter en entendant les professeurs. Dis donc, maître, pendant que vous fabriquez du matériel, pourriez-vous aussi fabriquer un réfrigérateur pour l'orphelinat? On n'en a pas déjà installé un de rechange? Ouais, mais ce truc est bien trop petit. Il serait préférable d'avoir un réfrigérateur et un congélateur, et le réfrigérateur devrait pouvoir contenir environ 5 tonnes. J'ai vérifié mon stock de pierres de glace dans le stockage pour voir si la demande d'Arisa était réalisable. Je suis un peu à court de pierres de glace, mais je peux peut-être utiliser des pierres de vent et d'eau? Avec mes réserves actuelles, mes seules options étaient de les congeler directement avec des pierres de glace ou d'utiliser des pierres de vent et d'eau pour vaporiser la chaleur et maintenir la fraîcheur. Le circuit pour cette dernière solution était compliqué, ce qui signifiait que le processus était plus pénible et nécessitait beaucoup de magie. J'espérais vraiment l'éviter. Satou, si vous avez des pierres de vent en trop, serait-il possible de nous en prêter? Bien sûr. Combien vous en faut-il? D'après la prêtresse Miss Lua, les nageoires, une race de sirènes, qui vivaient près de la forêt de Bolénan construisaient un nouveau village sous-marin et ils avaient besoin de pierres de vent pour y installer le site. Contrairement aux hommes branchis, qui ressemblaient davantage à des sirènes traditionnelles, les hommes nageoires n'avaient pas de branchies, ce qui les obligeait à utiliser des pierres à vent pour créer des zones de respiration dans leur village. Je ne comprenais pas pourquoi des sirènes incapables de respirer sous l'eau construisaient leur village dans l'océan, mais si je leur donnais toutes les pierres à vent dont je disposais, cela devrait suffire amplement. Je pourrais simplement aller chercher des pierres de glace pour fabriquer un réfrigérateur avant ma prochaine série de créations. Après tout, les montagnes du Dragon Noir, enneigées, se trouvaient tout près de la forêt de Bolénan. Heilong. Ah, il dort, bien sûr. Sur un pic ensoleillé des montagnes du Dragon Noir, Heilong, le Dragon Noir, dormait paisiblement, émettant d'énormes ronflements. Même en m'approchant, il ne bougeait pas. Apparemment, les dragons adoraient dormir, comme me l'avait dit autrefois la propriétaire de l'auberge du front de la porte à Seriou. Il était complètement sans défense, probablement parce qu'il n'y avait personne autour de lui qui puisse le menacer. Je me sentais un peu coupable, mais j'ai utilisé diverses compétences de résistance et ma forte INT pour rester calme. Je vais lui laisser un message. J'ai laissé des fûts de mayonnaise et de moutarde à sa vue à son réveil, accompagné d'un mot annonçant que je reviendrais bientôt lui rendre visite. J'avais aussi apporté une chèvre que je lui avais offerte du duché d'Ougoche, alors je l'ai déposée sur un plateau qu'il devrait pouvoir voir en contrebas. Aucune viverne ni aucun autre monstre ne s'y aventurerait par crainte de Heilong. Je me suis dit que tout irait bien. Ensuite, j'ai utilisé ma carte pour chercher des pierres de glace dans le versant et enneigé des montagnes du Dragon Noir. Oh, il y en a une bonne quantité. On dirait qu'elles sont dans un lac de caldeira gelé. Au fond du lac se trouvait également une masse engloutie de précieuses perles de glace. J'ai utilisé « Distorsion » pour me téléporter rapidement vers le versant et de l'immense chaîne de montagnes, puis j'ai opté pour « Course aérienne » classique en m'approchant. C'est impressionnant. Ce tunnel pourrait être l'une des 7 merveilles du monde. Je suis entré dans une immense soufflerie qui perçait une immense montagne. Elle était si grande qu'un jumbo jet aurait probablement pu la traverser. Je ne pouvais m'empêcher de soupçonner que Heilong avait quelque chose à voir avec ça. Ah oui, j'ai trouvé quelques pierres à vent géantes disséminées un peu partout dans le tunnel. Je me demande, en fouillant les environs, j'ai découvert qu'il y avait aussi quelques cristaux de perles de vent rares. J'en avais aussi récupéré des cristaux sur les ailes du frelon cancéreux de la forêt, mais ils semblaient utiles comme hélices de dirigeable, alors j'en ai quand même pris la moitié. Ce fut une tâche facile, car j'ai pu les ranger avec ma main magique. Satisfait de mes trouvailles bonus, j'ai traversé le tunnel et suis arrivé au-dessus de ma destination, le lac de la Caldeira. Oh, le lac gelé était si beau que je ne pus m'empêcher de souffler. Le lac lui-même était d'une transparence splendide, mais le ciel sans nuages se reflétant à sa surface le rendait d'autant plus magnifique. Je savourais le paysage bleu et blanc autant que possible, puis utilisais le sort de magie lumineuse, enregistreur d'images, pour sauvegarder quelques photos. Je pouvais toujours emmener mon groupe ici pour le voir un jour, mais Miss Haas ne pouvait pas quitter la forêt de Bolénan. La seule façon de le partager avec elle était donc de lui envoyer des images enregistrées. Ouf, je crois que je ferais mieux de passer aux choses sérieuses. J'éteignis le sort de climatisation, que j'utilisais pour me protéger du froid, et enfilai des vêtements supplémentaires. Je ne voulais pas que la chaleur ait un effet négatif sur les pierres de glace ou sur le lac lui-même, après tout. Ouf, qu'il fait froid. Frissonnant, j'ai tendu ma main magique à travers l'épaisse glace du lac de la Caldeira. Des pierres de glace jonchaient aussi la neige sur les rives du lac, mais elles étaient toutes minuscules. J'ai donc décidé de cibler les amas de pierres et les perles de glace sous le lac gelé. Comme il faisait si froid, j'ai rapidement terminé ma tâche et utilisé « Course céleste » pour m'élever dans les airs,
contemplant le magnifique lac de la caldeira et l'impressionnante soufflerie avant d'utiliser le sort retour pour retourner dans la forêt de Bolénan. Bon, commençons le tir d'essai. J'ai lancé un sort d'attaque sur un golem, qui utilisait le prototype de bouclier parapluie que j'avais fabriqué pour le nouvel équipement de mes compagnons. J'ai d'abord essayé d'utiliser 5 flèches magiques. Des flèches télécommandées transparentes, de la taille d'une lance, sont apparues et ont filé vers la cible. La surface du parapluie a légèrement fléchi, mais il a résisté à l'attaque. Oh, alors il peut résister au sort avancé javelot dansant, hein? Mademoiselle est apparue impressionnée. Non, pardon, c'était juste le sort mineur flèche télécommandée. Prochain test. Une fois le bouclier réparé, je lançais le sort suivant. Cette fois, j'utilisais un sort intermédiaire de magie lumineuse, le laser. Ça a passé. Ça a réduit la puissance, mais je suppose que ça ne pouvait pas bloquer complètement un sort perçant avancé comme le laser photon. Mis à part l'incompréhension d'Ea, le bouclier devait pouvoir résister à ce genre d'attaque pour être efficace contre un maître de zone. Après avoir réinitialisé le bouclier parapluie et l'avoir testé plusieurs fois, je me suis rendu compte que les attaques perçantes ne perçaient pas immédiatement, alors j'ai essayé d'ajouter une fonction qui ferait tourner le parapluie et détournerait l'attaque. C'est impressionnant, mais ça ne demandera pas trop de magie? C'est vrai, il serait probablement difficile pour une seule personne de l'utiliser plusieurs fois. De toute façon, il était initialement prévu pour un mur de défense afin de maintenir la position au combat. C'est pourquoi j'envisage d'ajouter un petit four en pierre sacrée à l'armure pour fournir plus de magie. À l'armure, j'ai montré mes croquis à l'elfe perplexe. Je vois, donc tu ajouterais un sous-espace à l'armure juste pour le four à pierre sacrée. Oui, les ingénieurs de l'atelier sac magique m'ont aidé. Je ne pouvais pas faire ça avec mon seul équipement, alors je n'en avais créé que 2 pour l'instant, une pour l'armure de Nana et une de rechange. Le four à pierre sacrée pouvait fournir une magie abondante, mais il était trop coûteux pour être utilisé en permanence, et je me suis dit que je ne l'utiliserais que contre des adversaires puissants comme un maître de zone. Tu as vraiment des idées intéressantes. Il y avait beaucoup de livres dans mon pays natal qui m'ont inspiré. Surtout des mangas et des animes. J'avais d'autres idées que je voulais mettre en œuvre plus tard, comme une armure renforcée capable de briser les murs d'un sous-espace comme du verre pour venir à la rescousse, ou un ensemble de transformations façon Magical Girl. Mais bien sûr, il me faudrait perfectionner mes incantations pour ça. Waouh, que d'équipement. Sato, on t'a apporté un panier repas. Alors que j'inspectais du matériel fini, Yuneya et Rei sont venus me rendre visite. Oh, c'est rond, c'est une armure? Oui, pour Pochi et Tama. Si tu fais ça, waouh, elle a rétréci. L'armure spéciale de Pochi et Tama, que je développais sous le nom de code armure ronde, était fabriquée avec l'alliage magique rétractable dont j'avais entendu parler auparavant. Elle proposait 2 modes différents, une forme ronde pour dévier les impacts et une forme fine pour les manœuvres de combat rapides. Cette fonction ne fonctionnerait pas aussi bien pour les filles plus grandes comme Lisa et Nana, leur armure n'avait pas la fonction de rétrécissement. Waouh, ces bottes sont élégantes, et celles-ci sont tellement mignonnes. Regardez-moi ça, ma sœur. Elles sont pour Arisa et Mia? J'en ai fait pour vous deux aussi. L'armure que j'avais confectionnée pour les 2 sœurs et l'arrière-garde était en cuir robuste, mais les longues bottes de Nana étaient munies de pointes pour creuser le sol, comme le tank, et même d'ancrage pour renforcer la surface sous ses pieds. Les bottes des filles Zombet étaient équipées d'un boost de vitesse pour augmenter la vitesse d'accélération du clin d'œil. Cela devrait être utile lorsqu'elle utilise clin d'œil, suivi d'une attaque spéciale, par exemple. Est-ce ça tout, cette lance blanche? Est-ce une griffe de dragon? S'exclama Rei, surprise, en voyant la lance à griffe de dragon que j'avais confectionnée pour Lisa. Elle était fabriquée avec la pointe de lance à griffe de dragon que j'avais acquise il y a quelque temps et un manche en adamantite robuste. J'avais aussi un croc de HEI long, le dragon noir, mais j'attendais de maîtriser la technologie pour créer un manche robuste avant de l'utiliser. Bien vu, Rei, c'est exactement ça, je les ai vus plusieurs fois sur la Laki. Rei m'expliqua que l'énergie vitale des griffes de dragon était différente de celle des autres êtres vivants. Waouh, tant d'armes, oui, celles-là sont pour Lulu. Parmi elles, un pistolet laser amélioré avec une lunette qui lui donnait l'allure d'un fusil futuriste et un prototype de nouveau pistolet à balles à l'apparence brute d'un fusil de chasse. Quand j'ai essayé d'utiliser la lentille oculaire d'un poisson monstre géant pour fabriquer un nouveau pistolet laser pour Lulu, la puissance a augmenté de façon exponentielle. Désormais, je pensais qu'elle pourrait utiliser le pistolet à flamme pour les combats classiques et le pistolet laser à forte consommation magique pour les coups de grâce. Le pistolet à balles réelles avait également été amélioré, mais il n'était pas aussi pratique que le pistolet à flamme ou le pistolet laser, et était moins puissant que ce dernier. Il ne serait probablement utile que contre les ennemis insensibles à la magie. Celui-ci est joli, c'est un canon de givre automatique que j'ai fabriqué avec des perles de glace.
Il avait l'air cool, mais c'était plus pour le spectacle que pour l'utilité, alors il serait probablement rangé indéfiniment au stockage. Ce petit truc est aussi une arme à feu? Oui, c'est un pistolet d'autodéfense. J'en ai aussi fabriqué pour vous deux. J'avais fabriqué plusieurs variétés de pistolets, plus petits que ceux que j'avais récupérés dans la vallée des dragons. Ils ressemblaient à des armes à feu, mais c'étaient en fait des fusils à bâton de tonnerre pour assommer des cibles dans un rayon de 15 mètres, autrement dit, des tasers magiques. Ils avaient un mode qui ne choquait que légèrement la cible et un autre qui pouvait assommer un homme adulte. C'est un canon? C'est un petit canon magique pour les soldats golems. Rey répondit à la question de Yuuneya cette fois. Je développais ça pour Lulu, car elle avait la plus faible puissance de feu de l'arrière-garde. Mon plan à long terme était de créer une batterie flottante avec un canon magique monté coaxialement, comme ceux des dirigeables. C'est quoi ça? Une épée courtée. C'est un couteau appelé kunai et une étoile de lancer appelée shuriken. J'avais fabriqué le shuriken pour m'amuser. Je ne lui avais pas donné de propriété particulière, mais le kunai utilisait une fonction similaire à celle de la main magique pour retourner à son gant après avoir été lancé. Regardez ça, j'enfilais le gant et lançais le kunai sur une cible. À mi-chemin, d'un mouvement du poignet, le kunai revint dans ma main gantée. Waouh, il est revenu. Tu veux essayer? Ouais, je tendis le gant à Yuuneya et la laissai jouer avec. Le gant était fait de fil d'oricalque, il protégeait la main du lanceur des coupures, même en cas d'erreur, et comme il attirait le couteau comme un aimant, il n'y avait aucun risque de le faire tomber. Ces grandes épées sont-elles normales? Non, elles ont aussi des caractéristiques différentes. Les épées de Tama et Pochi possédaient un alliage magique qui leur permettait de tripler de taille grâce à la magie, et celles de Nana comportaient des mécanismes de projection électrique et de choc. J'avais fabriqué quelques autres prototypes lorsque je testais le bleu et l'oricalque, comme une poignée d'épées sacrées de la taille d'épée longue en oricalque, mais elles n'étaient pas très utiles. J'avais déjà beaucoup d'épées sacrées produites en série pour les utiliser comme batterie de puissance magique, alors je me suis dit que je pourrais les tester la prochaine fois que j'incarnerai Nanashi le héros. Vêtements? Armure? Je ne sais pas trop comment les appeler, mais ils sont mignons. C'est de l'équipement pour Arisa et le reste de l'arrière-garde. Voyant que Rey et Yuuneya étaient séduites par ces adorables créations, j'ai décidé de leur offrir prochainement des équipements visuellement similaires. Après leur avoir montré les nouveaux bâtons que j'avais créés pour Arisa et Mia, nous sommes allés à l'entrepôt avec les objets non liés au combat sur lesquels je travaillais. Qu'est-ce que c'est, Maître Satou? C'est une jambe artificielle. En testant l'équipement, j'avais fabriqué ce membre artificiel pour Monsieur Kajiro. Sa puissance de saut et sa force de course améliorée étaient bien belles, mais je n'aurais pas dû céder aux demandes d'Arisa d'ajouter une fusée qui sort du genou et même une barrière de secours. Offrir cette jambe artificielle à qui que ce soit aurait été problématique. J'ai décidé de faire des recherches plus approfondies sur les fonctions que je pourrais ajouter avant de lui refaire une jambe. Les appareils à côté sont un mixeur et un presse-agrumes. Et les plus gros, ce sont des congélateurs et une lyophilisatrice sous vide. Extracteur de jus? Lyophilisation? Les sœurs étaient perplexes, alors j'ai fait de mon mieux pour leur expliquer. La lyophilisatrice était un prototype que j'avais fabriqué avec la glace et les pierres avant que j'avais récupéré, pensant qu'elle pourrait être utile pour conserver les légumes longtemps ou préparer de la poudre pour les smoothies. On adorerait avoir des ustensiles de cuisine comme ceux-là sur Paradise Island aussi. Pas vrai, ma sœur? Oui, ils ont l'air utiles, mais... J'en ai fait pour toi aussi, bien sûr. Rey ne semblait pas vouloir s'imposer, alors je l'ai rassuré avec un sourire. J'avais l'intention de fabriquer d'autres ustensiles de cuisine pour Miss Nea, la chef elfe, et pour les brownies. Après leur avoir fait visiter les lieux, nous avons quitté l'entrepôt. Ah, c'est donc là que tu te cachais. Tu avais besoin de quelque chose? En sortant du bâtiment, nous avons trouvé Miss Ea qui me cherchait. Tu as des invités, n'est-ce pas? Je peux revenir après le déjeuner ou quelque chose comme ça. Excusez-moi, si vous voulez. Ea s'apprêtait à partir, mais Rey l'interpella. Apparemment, elles avaient préparé plus de déjeuner que nécessaire pour nous trois. Nous avons finalement invité Mademoiselle Ea à se joindre à nous. Des fruits de mer aujourd'hui, hein? Très bon. Goûtez le poisson bouilli au soja, Maître Satou. C'est ma sœur qui l'a fait. Yuuneya. Comme les sœurs s'étaient liées d'amitié avec Mademoiselle Nea pendant qu'elle leur enseignait l'autodéfense, elle avait aussi commencé à leur apprendre la cuisine. C'est délicieux. Le verdier bouilli sucré-salé était délicieux. Il allait bien avec du riz, mais j'aurais bien aimé le goûter avec du saké japonais sec. Ah bon? Oui, je suis sérieuse. C'est vraiment bon. J'ai répondu avec sincérité, ce qui a fait rougir Rey qui a souri timidement. Maître Satou, essayez aussi les boulettes de riz. C'est moi qui les ai faites. Oh, voyons voir. Pourquoi est-ce si lourd? Elle a dû les presser fort en les préparant. C'est juste ce qu'il faut de sel, ai-je remarqué. Vous aimez? Allez-y, prenez-en une autre. Ça ne me dérange pas, merci. C'était un peu dense,
mais pas aussi durs que le pain de seigle et les biscuits si courants dans ce monde, alors j'étais ravie de savourer leur panière pas maison. Mademoiselle Léa semblait préférer le crabe frit et les crevettes bouillies au sel plutôt que la saveur intense du verdier. Pour une raison inconnue, j'étais le seul à manger les boulettes de riz, mais je n'allais pas m'en plaindre. Surtout, j'étais plutôt soulagée que Ray et Youneya, qui n'étaient pas là depuis longtemps, semblaient s'amuser dans la forêt de Bolénan. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Après avoir pris le thé après le déjeuner, j'ai demandé à Mademoiselle Léa quelle était son activité principale. Ray et Youneya étaient partis, souriantes, en route pour étudier la culture des herbes avec les fées de la maison. Ah oui, j'oubliais, tu parlais de potions magiques pour restaurer un membre perdu, non? On en avait une de trop à l'atelier. Je me suis dit que je te l'apporterais. Mademoiselle Léa a posé une grande fiole de potions sur la table. Du coup, la jambe artificielle que j'avais fabriquée serait gaspillée, mais j'étais sûre que Monsieur Kajiro préférerait se faire repousser plutôt que d'avoir cette jambe artificielle avec plein de gadgets bizarres. Tu es sûre? Ça doit être vraiment précieux. Ouais, c'est parfait. On a des pierres d'arbres sacrées grâce à toi, alors une fois qu'ils auront réparé les vaisseaux de lumière et tout ça, Damaaz pourra en fabriquer plein d'autres. Waouh, vraiment? À en juger par son ton, elle semblait dire la vérité. Bon, alors, merci beaucoup. Attends, une potion de récupération supérieure? En plein milieu de mes remerciements, j'ai lâché l'information sur mon écran de réalité augmentée, surprise. Ouais, une grande fiole suffit à restaurer un membre perdu. Non, pas du tout. Ah bon? Choquée par ces paroles, j'ai fouillé dans les documents que j'avais sous la main. Comme je m'en souvenais, il était dit qu'une potion supérieure ou un élixir inférieur ne peuvent restaurer un membre perdu en entier. Qu'est-ce qui ne va pas, Satou? J'ai sorti le livre en question de ma boîte à objets et je le lui ai montré, expliquant mes doutes. Oh, c'est une coquille, a-t-elle répondu nonchalamment. De la première transcription du livre. J'ignorais qu'il existait encore des copies avec cette erreur. Je vois. Alors la personne qui le recopiait à la main a dû confondre peut et ne peut pas. J'ai utilisé un stylo pour corriger cela et j'ai noté la date et le nom de la personne qui m'avait donné l'information, Mademoiselle Léa. Si vous voulez restaurer le membre perdu d'un humain, il vous suffit d'une grande fiole de potion de soins supérieure ou d'une petite fiole d'élixir inférieur ou supérieur. Eh bien, dans ce cas, j'aurais pu soigner la jambe de Monsieur Kajiro il y a longtemps, en remerciement de la sécurité du manoir, avec l'élixir inférieur que j'avais trouvé dans ce coffre au trésor. Non, attendez, sans cette erreur, j'aurais déjà pu soigner la jambe de Kajiro, mais je n'aurais pas pu soigner l'œil de Tifalisa lorsqu'elle était à l'article de la mort après l'incendie. Cette potion guérirait la jambe de Monsieur Kajiro maintenant, alors peut-être que cette erreur d'impression a été bénéfique à long terme. Désolé, Satou, je n'avais pas remarqué qu'on t'avait donné un livre avec une erreur d'impression. Non, non, pas du tout. J'ai expliqué ce que je venais de penser et comment tout s'était bien passé, et nous avons ri ensemble. Tant mieux, restaurer un membre perdu demande beaucoup de magie et d'endurance, donc si la personne qui boit la potion n'a pas beaucoup de PM, il faut veiller à ce qu'elle mange beaucoup de viande et de pain avec de la poudre d'os. Sinon, elle sera tellement épuisée qu'elle finira alitée pendant un certain temps. J'ai remercié Mademoiselle Léa pour son avertissement. Je suis quand même surprise que vous n'ayez pas décelé une telle erreur d'impression tout de suite. Vous me faites trop confiance. En répondant, j'ai compris pourquoi il ne m'était pas venu à l'esprit de douter de cette information. J'avais supposé que même les potions magiques les plus puissantes ne pouvaient pas restaurer un membre perdu, car lorsque j'ai rencontré l'elfe Cyril Toa la chanteuse dans la vieille capitale, elle avait un bras remplacé par un membre artificiel. J'avais donc l'impression que même les elfes avaient du mal à remplacer des membres. Mademoiselle Léa, êtes-vous sûre que je peux prendre cette potion? Oui, bien sûr. Pourquoi? Y a-t-il un problème? Je lui ai demandé si cela ne les dérangeait pas de ne pas donner la priorité à la guérison du bras de Mademoiselle Cyril Toa. Ah, vous avez rencontré Sia? Elle est juste têtue. Vous avez entendu parler de l'incident où de nombreux jeunes elfes sont morts à Labyrinth City, n'est-ce pas? Elle est l'une des rares survivantes, avec Yuya. Ea m'a doucement raconté le passé. Le Yuya, auquel elle faisait référence était Yusaratoya, le gérant de l'épicerie de Seriou. Quand les elfes qui avaient perdu leurs enfants, pris d'émotion, ont exilé Traya, Sia et Yuya ont ressenti le besoin de se racheter, elles aussi. Alors, Sia a utilisé une prothèse créée par Traya au lieu de restaurer son bras et s'est enfuie. Yuya a également couru après Traya et Sia, et n'est jamais revenue. Elle n'a pas précisé, mais ce Traya, exilé ne pouvait être autre que Trazayuya, le sage elfe qui avait créé le berceau. Des événements similaires étaient mentionnés dans les journaux qu'il avait laissés dans le berceau, alors je n'avais aucun doute. Mais quand même, racheter, hein? Une fois que j'aurai appris à préparer des potions magiques capables de restaurer les membres perdus,
J'ai pensé lui en offrir une aussi, mais si c'était sa raison, il s'agissait peut-être d'une ingérence malvenue de ma part. Je me suis excusée auprès de mademoiselle Ea de l'avoir obligée à parler d'une histoire aussi difficile, puis j'ai changé de sujet. Alors, tout à l'heure, vous disiez qu'une fois qu'il y aurait à nouveau des pierres d'arbres sacrés, mademoiselle Aaz pourrait fabriquer des potions magiques supérieures. Le sujet m'intriguait déjà. C'est exact. Il faudrait au moins 4 dames de l'arbre sacré pour créer une perle d'esprit des arbres suffisamment grosse et pure pour fabriquer un élixir, mais Dame Aaz peut créer elle-même les éclats nécessaires à la fabrication d'une potion supérieure classique. Et avec ces éclats de perles d'esprit des arbres, mademoiselle Ea et son équipe pouvaient alchimiser des potions supérieures. J'ai trouvé un peu étrange que cela soit décrit comme Aaz fabriquant les potions, mais si Ea elle-même le voyait ainsi, inutile de commenter. Attendez une seconde. Un village elfique avec 4 dames de l'arbre sacré, autrement dit, des hauts elfes, pourrait fabriquer des élixirs? Si je demandais aux hauts elfes d'un village autre que Bolénan, je devrais pouvoir obtenir des élixirs. J'imaginais Aaz se lamenter sur son incompétence, puis je pesais cette tristesse face à la possibilité d'une mesure d'urgence au cas où il arriverait quelque chose à l'un de mes enfants. C'était un peu difficile, mais finalement, c'était la seconde option qui comptait le plus. Sans vouloir blesser mademoiselle Aaz, je devais absolument demander à l'un des hauts elfes de l'autre village de me préparer des élixirs. En fait, j'avais honte d'être leur gardienne de ne pas avoir fait ce choix immédiatement. Ce serait peut-être possible avec des substituts aux perles d'esprit des arbres et aux perles de sang. Mais on ne peut obtenir des choses comme les perles d'âme et les perles fantômes que par des massacres, alors je parie que les élixirs fabriqués avec celles-ci seraient maudits. Mademoiselle Ea semblait troublée. Ouais, ça ne me plaît pas non plus. C'était le genre de choix qu'un dirigeant puissant ferait et qui mènerait à sa propre destruction. Et vous pouvez utiliser les pierres de force draconique et les perles de véritables dragons que créent les dragons anciens et les dragons célestes, mais si vous les touchez, votre pays entier sera embrasé. Ea haussa les épaules et sourit ironiquement. Des dragons anciens et des dragons célestes? Impossible, n'est-ce pas? J'en doutais, mais je me suis souvenu de la fois où j'avais trouvé ces pièces bleues à utiliser à la place des pierres d'arbres sacrés. Alors, pour le fun, j'ai fouillé dans les dossiers Vallée des Dragons, Cimetière et Vallée des Dragons, butin de mon stockage. J'en ai trouvé. En regardant les résultats, j'ai posé une question prudente. Mademoiselle Ea, les pierres de force draconique et les perles de véritables dragons s'obtiennent-elles en tuant des dragons anciens et des dragons célestes? Non, non, c'est comme ça qu'on obtient les cristaux de cœur de dragon, puisqu'ils sont cristallisés à partir du cœur de dragon mineur et adulte. Mais on dit que les pierres de force draconique et les perles de véritables dragons sont créées en cristallisant à la fois le mana du territoire d'un dragon et l'énergie vitale des dragons eux-mêmes. Je vois. Dans ce cas, je n'ai probablement pas besoin de m'abstenir comme pour les pièces bleues, non? J'ai séparé les pierres de force draconique et les perles de véritables dragons du dossier Vallée des Dragons, butin dans leur propre dossier. C'était une quantité assez importante, des dizaines de milliers de premières et des centaines de secondes. J'avais aussi des perles de dieu dragon, mais elles me semblaient un peu intimidantes, alors j'ai décidé de les laisser tranquilles pour l'instant. Mademoiselle Ea, connaissez-vous la recette des pierres de force draconique? J'ai sorti la plus petite pierre de force draconique que j'ai pu trouver dans le stockage pour la lui montrer. C'était une gemme bleue transparente de la taille d'un ballon de plage. Le simple fait de la tenir me donnait l'impression que magie et énergie s'infiltraient dans la main. Non pas que j'en ai vraiment besoin, puisque j'utilisais déjà des épées sacrées chargées de magie comme batterie. Quoi? Hurla Ea, surprise. Où as-tu trouvé ça? Tu es déjà allé dans un nid de dragon, ou quelque chose comme ça? J'aurais aimé qu'elle arrête de déformer son joli visage en expression aussi ridicule. Tu n'as vraiment pas peur, n'est-ce pas? Bon, d'accord, alors. La recette est plus ou moins la même, mais je vous préviens avec quelques avertissements. Sur ce, Ea, l'air épuisé, m'apprit à préparer des potions et des élixirs supérieurs. Ça m'évitait d'aller voir les hauts elfes d'une autre forêt, je n'aurais pas à blesser mademoiselle Aaz. Quel soulagement, même les élixirs inférieurs sont assez difficiles à préparer, n'est-ce pas? Eh bien, oui, mais... Mademoiselle Ea avait gentiment partagé avec moi des ingrédients déjà préparés, ce qui rendait la préparation assez simple cette fois-ci. Mais la préparer de A à Z pouvait facilement prendre un mois, voire plus. La plupart des gens ne réussissent pas sans échouer du premier coup après avoir entendu la recette une fois. Elle marmonna cette dernière partie, mais je l'entendis grâce à ma compétence, oui fine. J'avais procédé avec une prudence accrue, car je ne voulais pas gaspiller les ingrédients qu'elle m'avait donnés. On dirait que j'en ai préparé 18 au total. J'en laisserai la moitié au village. Non, non, juste 2 ou 3, ça va, ou même juste 1. 9 serait largement suffisant pour mon groupe d'exploration du labyrinthe, plus quelques-uns à laisser à Ray sur l'île, mais mademoiselle Ea refusa d'en prendre plus de 3.
Bon sang, j'ai vécu longtemps, mais c'est la première fois que je vois un élixir mineur de qualité supérieure. Évaluant les fioles que je lui avais données, et a laissé échapper un sifflement d'admiration. Vraiment? Quel entraînement de fou as-tu suivi pour être aussi talentueuse à ton jeune âge? Désolé, je n'ai fait qu'ajouter des points de compétence à des objets grâce à ma compétence unique. Les compliments de mademoiselle et à me blessèrent un peu, pour être honnête. Tu vas faire des élixirs normaux ensuite, je suppose? En fait, j'ai déjà. Quoi? Tu en as déjà fait un? Eh bien, la recette de base était la même que celle des élixirs mineurs. J'ai un peu raté la réglementation magique, ce qui a rendu le résultat moins qualitatif, mais j'étais certain d'avoir suffisamment maîtrisé la technique pour fabriquer des élixirs de qualité supérieure. Cependant, il me manquait des ingrédients et je n'en avais que pour celui-là. Une fois les ingrédients récupérés, j'étais impatient de retenter ma chance. Au fait, j'ai laissé le champ du nom du créateur vide au cas où ces potions se répandraient. J'ai également utilisé des techniques d'inhibition de la reconnaissance sur les fioles elles-mêmes, ce qui complique l'analyse d'informations détaillées comme le nom du créateur. J'aimerais produire en masse des potions plus puissantes prochainement. Pourrais-je emprunter un plus grand kit de transmutation? Allez-y, on n'utilise pas souvent le grand kit à l'atelier, alors n'hésitez pas. J'ai de nouveau inscrit mon nom sur un espace vide en me remettant au travail. J'avais amplement d'ingrédients et j'ai pu préparer facilement de nombreuses potions de santé et de magie de qualité supérieure. La tablette de transmutation extra large était très pratique pour cette production de masse. Franchement, il donne l'impression que c'est plus facile que de préparer des potions de moindre qualité. Comment a-t-il même assez de magie pour tout ça? Tandis que je continuais à préparer des potions de qualité supérieure, j'entendis et à grommeler, mêlé de surprise et d'admiration. Je décidai également de donner environ la moitié de ces potions aux elfes de la forêt de Bolénan. On se croirait dans un film de monstres. Sous mes yeux, un mastodonte et un géant des sables s'affrontaient au corps à corps. J'aurais aimé voir mes enfants les affronter, mais malheureusement, lorsque j'arrivais sur le terrain d'entraînement par le cercle des fées, le combat était déjà terminé. Assises sur le côté, les filles recevaient les instructions de leur professeur. N'oublie pas ce sentiment, Lisa. Oui, monsieur. Remarquant mon approche, Lisa cria, maître, et s'est précipitée vers moi. Vous n'allez pas le croire, monsieur. Je l'ai enfin maîtrisé. Lisa m'a fièrement annoncé qu'elle avait réussi le tir de lame magique, une technique de manga où l'utilisateur projetait l'énergie enveloppée dans sa lame sur une cible. C'est incroyable, Lisa. Je vous ferai la viande que vous voulez pour le dîner ce soir. Merci, monsieur. Un large sourire s'est esquissé sur le visage de Lisa. C'était une expression rare, mais qui lui allait bien. Sur ses talons, Tama et Pochi sont arrivés au petit trot. Tama a appris un barrage de poignards. Pochi a appris une technique secrète, monsieur. Moi aussi. Toutes deux ont montré la forme de leur nouvelle technique. Leurs mouvements aléatoires n'expliquaient pas grand-chose, mais c'était sans aucun doute d'excellentes techniques. Il faut travailler dur pour les maîtriser. Oui, toi aussi, Pochi. Oui, monsieur. Le professeur de Tama, monsieur Shia, et celle de Pochi, mademoiselle Poa, leur ont adressé des mots d'encouragement, auxquels ils ont répondu par leur salut habituel. Derrière eux, j'ai vu Arisa discuter avec un elfe aîné pratiquant la magie spatiale. Mademoiselle Arisa, vous ne devez jamais utiliser le sort que vous avez appris aujourd'hui contre d'autres personnes, compris? Bien sûr, je ne l'utiliserai que pour vaincre des monstres ou des démons vraiment puissants. À entendre les bruits qui couraient, Arisa avait appris une technique de magie spatiale assez inquiétante. Plus tard, elle m'a expliqué que c'était un sort brutal qui démantelait la cible au niveau moléculaire. Pas étonnant que son professeur lui ait conseillé de ne pas l'utiliser sur les gens. Satu, l'air épuisé, Mia s'approcha en titubant et me serra dans ses bras. J'ai appris Behemoth. Tu n'as toujours pas assez de puissance magique pour l'utiliser toute seule, cependant. Tu t'en souviens, d'accord? Mademoiselle Aaz lança un avertissement. Je sais. À en juger par cette conversation, Aaz avait transmis le sort de magie spirituelle, créé Behemoth, que je l'avais vu utiliser dans l'espace. Mia ne pouvait pas encore l'utiliser seule, mais elle devrait éventuellement gagner suffisamment de PM en gagnant des niveaux. Maître, je vous prie d'augmenter la vitesse de suivi du bouclier flottant. Nana revint ensuite, ses instructions terminées. Je pensais être arrivé assez vite. C'est encore trop lent? Si je bouge rapidement avec renforcement corporel, mes mouvements sont légèrement gênés, je vous le signale. Je lui ai fait une démonstration et j'ai constaté une légère tension sur l'objet servant de point de référence au bouclier flottant, ce qui ralentissait légèrement les mouvements de Nana. J'ai pu comprendre le problème, mais compte tenu de la nature du mécanisme de magie pratique utilisé par le bouclier flottant, il était physiquement impossible de l'accélérer davantage. Si je voulais l'améliorer davantage, il me faudrait plutôt trouver un mécanisme de magie spatiale. Je ne peux pas le réparer tout de suite, mais je m'en occuperai au plus vite.
Oui, maître. Pour l'instant, j'ai confié le bouclier flottant à l'arrière-garde et j'ai décidé d'en développer un nouveau pour Nana ce soir. Quant à l'équipement qui s'est avéré sans problème au combat, je devrais faire apprendre à Mia et à Risa de nouveaux outils magiques, la création de sorts, même si cela me peinait. Mais tout cela était pour améliorer l'équipement de mes enfants, alors il me fallait simplement trouver une belle récompense qui en vaille la peine. Maître, mademoiselle Néa et moi avons préparé des desserts au chocolat comme des bonbons. On les mangera après le dîner ce soir. S'il vous plaît, n'en mangez pas trop, d'accord? Bien sûr, j'ai hâte. Elle m'a dit qu'elles avaient omis l'alcool des bonbons, mais que je devais les vérifier avec ma compétence analyse avant de les laisser manger. Maître Satou, alors que je discutais avec Lulu, Yuneya a couru vers moi et s'est accrochée à moi, du côté opposé à Mia. Derrière elle, j'ai vu sa sœur, Rei, ainsi que Néa, qui leur avait de nouveau appris l'autodéfense. Satou, on a eu nos certificats d'autodéfense novice avec Dame Néa. Super, Rei, bravo à vous deux. J'ai caressé la tête des sœurs, l'air fier, et elles ont fermé les yeux comme deux chats. Elles n'étaient pas liées par le sang, mais certains gestes comme celui-ci témoignaient de leur lien fraternel. Après la bataille contre le géant des sables, nos 10 jours d'entraînement et de fabrication touchaient à leur fin. Nous devions modifier notre date de retour en cours de route. Je n'étais donc retourné à Labyrinth City qu'une seule fois, mais à part ça, nous avions tous travaillé dur dans la forêt de Bolénan. Mademoiselle Aaz avait l'air un peu triste en quittant la cabane dans les arbres, mais après ma promesse de revenir bientôt, elle nous a salués avec un sourire. En partant, Aaz a demandé à Rei et Yuneya si elles souhaitaient vivre dans la forêt de Bolénan, mais elles ont décliné, prétextant que l'île du paradis était leur foyer. À bientôt, maître Satou. N'hésitez pas à revenir nous voir quand vous voulez. Bien sûr, les bras chargés de tournesol et de fruits tropicaux qu'il nous avait offerts, le reste du groupe et moi avons utilisé le sort de retour pour retourner à Célivra. Ouf, on dirait qu'on a été absente un moment. Arisa s'étira. Je souhaite planter les tournesols à l'orphelinat, je vous le dis. Excellente idée. Lisa hocha la tête. J'étais d'accord. Ils étaient faciles à cultiver et les tournesols s'accordaient bien avec le sourire des enfants. Ils peuvent servir de réserve de nourriture d'urgence. Bon, la raison de Lisa était un peu différente de la mienne. Il nous reste encore un peu de temps avant notre retour. On retourne au manoir pour l'instant? Les filles échangèrent un regard. Au bout d'un moment, Arisa s'avança pour parler à leur place. On veut se battre, pour pouvoir vraiment prouver les résultats de notre entraînement. Très bien, si vous voulez tester vos nouvelles techniques, on peut aller dans un endroit avec beaucoup d'ennemis assez puissants. Ça vous dit quelque chose? Elles acquiescèrent, et je consultai ma carte pour trouver un endroit approprié. Et les scarabées, comme ceux que Gélil combattait? Ou la zone des papillons et des mythes? Cette zone a un taux d'apparition assez correct, mais il faudrait trouver un moyen de gérer leur poudre. La zone des fourmis légionnaires et celle des menthes religieuses étaient également de bonnes options, mais leurs maîtres avaient tous deux des capacités spéciales agaçantes, alors je ne les ai pas proposées. Gélil est en quelque sorte notre rival. Choisissons le même endroit que lui pour comparer nos forces. Je suis d'accord, les scarabées seront une excellente cible pour ma lance. C'est un ennemi redoutable, monsieur. Les autres approuvèrent tous la suggestion d'Arisa. Les monstres apparentés, comme le Lucan des tempêtes et le Lucan du tonnerre, étaient bien plus puissants que ceux des autres zones. Et le maître de zone, le scarabée lance ancien, possédait la magie de la foudre et la magie du vent, mais aucune capacité unique gênante. Ce ne serait pas un problème si les filles décidaient de tenter de le combattre aussi. Il y avait aussi une zone près du repère du scarabée lance ancien peuplée de monstres appelés anémones maléfiques, insensibles à la magie, et de statues de boue, résistantes aux attaques physiques. Ce serait donc l'occasion idéale de mettre leur entraînement à l'épreuve. Oh, ça me rappelle. Zacorin et ses amis ne s'en prenaient-ils pas à un maître de zone quand nous sommes arrivés dans le labyrinthe? Tu crois qu'ils l'ont déjà vaincu? Ce serait logique, en termes de temps. J'ai ouvert ma carte et cherché le nom de Zarigon. Le maître de zone qu'ils affrontaient était un cerf géant appelé cerf aîné de la foudre, et il ne semblait pas encore l'avoir vaincu. Quoi? Encore un problème? Ces types n'arrivent pas à se sortir des ennuis. Apparemment, nous ne pourrions conquérir la zone des scarabées qu'après quelques interventions. Vérifiant l'emplacement de la plaque de saut la plus proche, j'ai utilisé retour pour y téléporter tout notre groupe.